Qu'est-ce que le grand amour? Est-ce celui qui est évident, fulgurant, éternel? Celui où l'on promet d'être ensemble pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare? A-t-on vraiment conscience de la portée de cette promesse? Le temps passe, la vie s'écoule plus ou moins tranquillement, on traverse des épreuves, on traverse des joies, le meilleur et le pire à 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Chaque jour qui passe, chaque décennie, nous rappelle combien cette promesse est réelle. Brigitte et Marc, Marc et Brigitte, ça a toujours été une seule et même entité. L'un ne va pas sans l'autre. Et pourtant. Vous écoutez Transfert, épisode 285, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Moi, je m'appelle Brigitte et puis je suis née en 1951 à Paris dans une famille, on va dire, aisée. Maman ne travaille pas parce qu'elle a 6 enfants. Papa travaille seul. Je suis la troisième en fait. Et de surcroît, je suis la troisième fille. Donc il y avait le clan des filles devant, les 2 aînés, le clan des garçons derrière, les 2 garçons, la petite dernière qui n'a pas eu sa chance non plus, et puis moi au milieu. J'ai l'impression que dans ma famille, les enfants sont nés dans un moule. Et que moi, j'ai pas eu vraiment ce moule-là en fait. Quand je suis petite, mes parents me disent que je suis le cas de la famille. D'un côté, ça me choque, parce que je me dis pourquoi est-ce que je suis pas pareille que les autres? D'un autre côté, je suis assez fière, parce que ça me plaît d'être unique. Je pense que le désir des parents, c'est qu'on soit des enfants responsables d'association. On nous dirige vers le scoutisme. À un moment donné, peut-être parce que j'ai envie d'être différente, j'en vois un peu bouler le scoutisme et je m'oriente plus vers une association de jeunes qui s'appelle les Cœurs Vaillants à l'époque. J'ai 16 ans, un responsable de l'association Cœurs Vaillants est à ce moment-là à la recherche de personnes pour s'occuper de petits. Je vais à la première rencontre des responsables de cette association, donc j'y retrouve des jeunes un petit peu plus âgés que moi, donc l'ensemble du groupe a plutôt 18, 19, 20 ans. Je suis intimidée par la présence de ces grands gars qui ont 2, 3, 4 ans de plus que moi. Et j'avoue que j'emmène pas large. Mais il y a un personnage qui m'attire, que je trouve posé, qui prend souvent la parole. Je l'écoute un peu en buvant ses paroles, en fait. En quelque sorte, il m'attire, ce gars-là. D'abord, il est grand. Moi, je le trouve beau. Par contre, c'est pas un comédien. Enfin, je veux dire, c'est pas une star. C'est un gars qui me paraît naturel, quoi. Il semble maladroit. En même temps, ça me touche parce que ça montre justement sa simplicité, sa fragilité quelque part. Je n'ai jamais connu d'histoire d'amour. Je n'ai jamais eu de relation physique, sexuelle avec un garçon, même avec une fille d'ailleurs. Quand je rencontre Marc, j'ai l'impression que il va se passer quelque chose. J'ai un peu hâte, j'ai un peu peur. J'ai un peu hâte parce que autour de moi, il y a quelques copines qui sont déjà qui flirtent, qui sont déjà avec leurs petits copains, comme on dit à l'époque. Donc je me dis voilà, c'est pourquoi pas moi. En même temps, j'ai peur parce que j'ai l'impression que c'est un engagement. Je sais pas si c'est ce que nous transmettent les parents, mais je me dis on peut pas se tromper, c'est un et c'est pas deux. C'est un et c'est le bon. C'est un et c'est pour toujours. C'est un et c'est pour la vie. Alors, dès que je fais partie de ce groupe de responsables, en fait, j'entre dans un groupe qui est déjà formé, où les gens se rencontrent régulièrement tous les dimanches. On va à la messe et puis quand on en sort, on se retrouve dans le café du coin à boire, pas d'alcool, mais à boire et à papoter et à être ensemble. En fait, notre idée, c'est d'être ensemble. Mon idée quand je vais dans ces rencontres-là, c'est quand même Marc. Pendant à peu près 2 ans,
Moi, je suis vraiment attirée par Marc de plus en plus. Je vois bien que quand je rentre à la maison, j'ai l'esprit tourné vers son image, vers ce qu'il m'a dit, ce qu'on s'est dit, comment on a échangé. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des sentiments qui se développent envers lui, de ma part. Par contre, lui, je sens que il va me regarder, mais pas comme j'attendrais qu'il me regarde, en fait. Parmi les activités qui étaient proposées dans ce groupe, soit d'aller au cinéma, soit d'aller à la patinoire, soit même de faire des booms chez les uns ou chez les autres. Et lors de ces booms, moi franchement, j'avais envie de danser avec Marc, quoi. Il y a pas de pétard et puis pas que du rock. J'avais envie de danser du slow parce que c'était le moment où j'étais contre lui, où j'étais avec lui, où je chantais sa respiration, où je chantais. Ouais, c'était important, c'était fort pour moi. Je sortais de ces booms transformée et avec des rêves plein ma tête. C'est à la suite de une ou deux booms comme ça chez l'une ou chez l'autre que Marc m'a proposé un jour de me retrouver au cinéma. J'ai tout de suite dit oui. Le film, ça m'est égal, mais où est-ce qu'on se retrouve, comment je m'habille, comment je me présente, et en même temps un peu d'inquiétude quand même parce que sortir avec un gars toute seule, là, c'est waouh. Donc on se retrouve et il m'emmène voir le lauréat. Et là, dans la salle obscure, il commence à me prendre par le cou, à se rapprocher de moi. Bon, c'est des émotions fortes qui m'envahissent et pouf, un baiser. Je m'y attendais pas, mais en même temps, quel bonheur, quoi. C'était voilà le premier. C'est mon premier baiser amoureux et c'est pour Marc. Au fond de moi, je me dis c'est un engagement, quoi. Je peux pas embrasser un garçon s'il n'y a pas un minimum de sentiments derrière. C'est pas possible pour moi. Ça va de pair, quoi. Le baiser, il va de pair avec l'amour que je ressens. C'est le début de quelque chose qui est fort pour moi et qui peut pas, ça revient pas en arrière, quoi. Donc moi, j'ai un total don de moi vers Marc. Je suis pas certaine que Marc ait le même sentiment que moi. On commence à faire des choses à deux seuls. Donc, on va à la patinoire tous les deux, on va au cinéma, on va au théâtre, on va se promener. Ça avance très progressivement jusqu'au moment où je me rends compte que Marc, il a quelqu'un d'autre, en fait. Et là, c'est la catastrophe pour moi, quoi. Et je me dis, c'est pas les deux, quoi. Soit il doit choisir, il en prend une, il prend l'autre, mais il prend pas les deux. En tout cas, moi, j'accepte pas de partager. Pendant quelques mois, il joue sur les deux tableaux. Et moi, à la fois, je suis très, très désespérée, mais à la fois, je me dis, il faut que je me batte. Il faut qu'il fasse le choix et le bon choix, quoi. C'est-à-dire le choix que je veux. C'est-à-dire moi. Notre histoire, elle tourne en rond. Et je décide d'aller le rencontrer pour lui dire que c'est fini, quoi. Mais j'ai la mort dans l'âme, quoi. C'est compliqué pour moi. On se donne rendez-vous dans un bar et puis là je lui dis écoute, je sais que tu sors avec une autre nana, donc moi ça peut pas continuer comme ça, c'est fini pour moi. Et il dit je suis désolée mais je viens de rompre avec cette nana. Et je me dis c'est le moment. Et du coup on se reprend dans les bras et on s'enlace et là ça va être très fort. Quand mes parents apprennent que je suis en relation avec un garçon qui n'est pas du tout de leur niveau social, ça les chagrine. La famille de Marc, c'est une famille d'ouvriers. Le papa de Marc, il travaille à la SNCF en tant qu'ouvrier. Sa maman, qui est
arrivée de Bretagne à l'adolescence a été placée comme bonne dans une famille. Comme logement, ils sont au 6e étage, sous les toits. Ils ont 2 petites pièces, il n'y a pas de salle de bain, les WC sont sur le palier. C'est vraiment un milieu, moi, que je ne connaissais pas. En rencontrant Marc, j'ai fait connaissance avec un milieu que je n'avais jamais côtoyé. Moi, ça ne me dérange pas, mais ça choque mes parents. Mes parents, et principalement ma mère, n'acceptent pas cette relation avec un niveau social plus simple. Mais du coup, la famille de Marc se sent jugée, rabaissée. En même temps, ça me fait de la peine et je comprends pas comment mes parents, qui ont des notions d'aide au prochain, des notions catho, tournées vers tout le monde, y compris les plus démunis. Ça me choque terriblement de voir la réaction de mes parents envers cette famille. Je suis censée passer mon bac, mais moi, bien sûr, amoureuse comme j'étais de Marc, et puis qu'on essayait de se retrouver un peu en cachette des parents, un peu en cachette des uns des autres. Mon parcours scolaire laisse à désirer. Du coup, je passe un bac que je rate. Ma mère n'est pas surprise et elle met bien sûr tout sur le dos de Marc. Je repars pour une 2e année de bac. Moi, j'avais pas envie, mais c'est Marc qui insiste beaucoup pour me dire il faut que tu repiques, il faut que tu repasses ton bac, il faut que tu aies ton bac. Tu t'en sortiras mieux dans la vie. Donc lui, il insiste beaucoup pour que je reprenne une terminale. Je refais une terminale, je réussis mon bac et là, mon idée, c'est donc de faire des études qui soient pas trop longues parce que je veux rapidement gagner ma vie. Je veux rapidement être indépendante, je veux rapidement sortir du giron de mes parents et me suffire à moi-même. Je cherche un métier qui fait à peu près 3 ans d'études, c'est pas mal, ça me paraît bien. Et du coup, je m'inscris pour passer les concours d'assistante sociale. Je suis reçue. En parallèle de mon histoire de bac là et d'études, Marc, lui, il est embauché dans une entreprise, dans une boîte, qui lui propose un départ à Las Vegas s'il accepte le poste. C'est-à-dire que il est embauché si il accepte de partir aux États-Unis, à Las Vegas, pour au moins 2 ans. Quand il m'annonce ça, je suis super contente. Je me dis, mais c'est une vraie opportunité, c'est extraordinaire pour toi. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais moi? Est-ce que j'ai le droit de te suivre? À cela, Marc me répond que si il prend le poste, il part. Et s'il part, il ne peut partir avec moi que si nous sommes mariés. Dans le fond, je suis assez contente de cette histoire. Je me dis, voilà, c'est une opportunité aussi pour notre vie de couple. On aurait peut-être attendu un peu pour se marier, mais là, il y avait cette échéance. Donc, si Marc est embauché en septembre, il part au plus tard en février ou mars. Du coup, entre septembre et mars, faut qu'on se marie. En 1973, on décide donc de se marier, Marc et moi, pour partir aux États-Unis en couple. Donc l'annonce est faite à mes parents, on va se marier, ça leur plaît pas vraiment. Ma mère commence à dire mais si tu te maries et que tu pars aux États-Unis, t'as même pas fini tes études, tu les reprendras jamais. Sauf que moi, j'ai déjà vu avec l'école et j'ai fait déjà 1 année et demie d'études. Il me reste encore 1 an et demi à faire. Et j'ai négocié avec l'école que ma 2e année soit validée, que je passe tous les partiels avant de partir et ils me gardent la place pour que lorsque je revienne des États-Unis, je puisse reprendre mes études et finir ma 3e année et avoir mon diplôme. Mes parents sont beaucoup plus sceptiques et ils disent si tu veux te marier, d'accord, mais je te signale, c'est un mariage dans la plus stricte intimité. Nous, on n'invite personne, pas besoin de faire part. Le plus vite possible sera le mieux et tu pars.
L'idée que mes parents fassent une différence énorme entre notre mariage à Marc et moi et le mariage de ma sœur qui avait eu lieu l'année d'avant me trouble et j'en suis jalouse. En même temps, je me dis de toute façon, moi, mon but c'est d'être mariée avec Marc, donc ça se fera comme ils le veulent. J'étais tellement contente que d'épouser Marc que je me disais ça sera notre mariage, ça sera notre affaire à nous et une fois de plus différent du reste de la famille quoi. C'est moi, c'est comme je suis. On n'était quand même pas bien argentés. Marc commençait à travailler, moi j'étais étudiante donc on s'est dit on va pas pouvoir inviter d'amis donc on a juste invité nos témoins et par contre on a prévenu tous nos amis et tous nos amis nous ont dit on s'en fiche, on sera pas là au mariage, à la fête, mais on sera là à la messe et on sera là pour vous entourer, pour vous épauler. Le jour de notre mariage avec Marc, c'est le 17 février 1973. Marc décide de me payer ma robe puisque ma mère ne me la fera pas. Le jour de mon mariage, je suis sur un petit nuage. Je me sens très belle. Je me sens très à ma place. J'ai l'impression d'être là où je dois être au moment où je suis en train d'épouser Marc à l'église Notre-Dame de Lorette. Alors Marc, il a un costume qui s'est acheté, un beau nœud papillon, et il est sublime. Quand je le vois arriver, je suis tout émue et je n'ai Dieu que pour lui. Il est magnifique. Donc Marc part tout seul aux États-Unis parce que moi je termine de valider ma deuxième année d'études. Je le rejoins 2 mois plus tard. Il m'attend à l'aéroport et là, le choc, la chaleur, un monde improbable, quelque chose que j'imaginais même pas dans ma tête. Tout est multiplié, tout est grandiose et je suis mariée avec Marc, mais on n'a pas de vie conjugale encore, on n'a pas eu le temps de se poser en tant que couple. On a eu une séparation qui m'a paru interminable. Et là, je le retrouve et je me dis, mais je suis devant un inconnu. J'ai des sentiments très, très ambivalents. Heureusement, Marc, c'est lui. C'est lui dans toute sa splendeur. Il est amoureux. Ça, je le ressens très fortement à ce moment-là. Il est tendre. Il est présent. Il est tout pour moi, quoi. Il m'entoure, il me contient. C'est inimaginable dans ma tête, Las Vegas. Et en fait, je suis avec Marc et il y a plus rien qui compte. On est tous les deux et on sait que là, tous les deux, c'est à la vie, à la mort. Tous les deux, on va tout affronter. Tous les deux, on va être très très forts. Tous les deux. On décide de faire ce qu'on a envie de faire. De découvrir ce pays, de découvrir les parcs, de découvrir les gens. Tout nous est possible. On reste à Las Vegas pendant un peu plus de 2 ans. Pendant ces 2 ans, on crée notre base avec Marc. On se sent tellement proches l'un de l'autre, on sent tellement qu'on est fait l'un pour l'autre que on revient après 2 ans des États-Unis bien plus fort que quand on est parti. On fait un petit périple avant de rentrer. Et quand on arrive, eh bien, il doit reprendre son poste dans l'entreprise qu'il avait envoyée sur Las Vegas. Et moi, comme c'était prévu, et puis pour faire un peu la nique à ma mère, je reprends mes études. Tout naturellement, tous les deux, on a envie d'un enfant. Enfin, de toute façon, depuis qu'on se connaît, l'enfant est au centre de notre amour et au centre de notre relation, de toute façon. J'arrête la pilule, parce qu'en fait, je prenais la pilule, donc j'arrête la pilule et de mois en mois, pas de bébé à la fin du mois, enfin voilà, les règles arrivaient. Donc l'année scolaire passe et pas de bébé qui arrive, je suis toujours pas enceinte. Ça me choque pas plus que ça, Marc non plus, parce que je suis étudiante, mais bon, quand même, on se demande pourquoi. Donc je commence à consulter et puis je suis suivie par la gynéco parce que apparemment j'ai pas de cycle en fait, je ovule pas. Commence un petit parcours. La gynéco me dit bon on va vous faire voir par un spécialiste
Et puis je vais vous donner un médicament qui devrait vous faire ovuler, d'une façon certaine. Au moment où elle décide de me proposer, un médicament pour me faire ovuler, voilà que je tombe enceinte. Donc ça, c'est vraiment notre bonheur à Marc et moi, on est fous de joie. Et pendant les 3 premiers mois de ma grossesse, je suis alitée. Mais bon, j'en prends mon parti, je suis alitée. Marc est encore plus aux petits soins que d'habitude, si c'est possible. Mon premier enfant arrive le 30 août 1976, j'ai 25 ans. C'est un petit garçon. On est sur une autre planète, quoi. On a l'impression de c'est un émerveillement, cette arrivée l'arrivée de ce bébé, c'est un émerveillement, tout est beau, tout est bien, ça se passe bien, ça se déroule bien et on est des parents, comblés. En plus, ce petit gars qui arrive, c'est le lien qui va réconcilier, probablement, définitivement, mes parents et Marc et moi. Et ça me rend fière de pouvoir leur faire plaisir et ça me rend heureuse d'avoir des relations apaisées entre mes parents et moi. Et puis, dans notre tête, on a forcément envie d'avoir, une famille nombreuse. Donc, notre idée, c'est de remettre en route un bébé, pas forcément dans l'immédiat. Et en fait, une deuxième grossesse s'annonce, sans qu'on ait eu à attendre longtemps comme pour le premier. Et donc, notre petite fille, la deuxième, arrivera 21 mois après son frère aîné. C'est aussi un grand bonheur. Alors, un garçon, une fille, le choix du roi, comme on m'a dit à l'époque. Moi, j'en sais rien si c'était le choix du roi, mais en tout cas, c'était le choix de notre vie de couple, et c'était merveilleux, quoi. Ça se passe très très bien pour nous, les enfants s'entendent bien, on sent qu'il y a du bonheur et de l'amour entre le frère et la sœur, même s'ils sont petits, ils jouent ensemble. Nous, on s'organise très très bien avec Marc. Marc, en tant que papa, prend sa part aussi bien dans l'accompagnement des enfants à la crèche que pour le change, que pour le lever la nuit quand j'ai fini d'allaiter le bébé qui doit être allaité. Donc moi je reprends mon boulot, il y a une fierté, il y a une stabilité, il y a de l'amour. En fait, on se pose pas de questions, c'est beau, on vit quelque chose de merveilleux. Notre idée est toujours de poursuivre notre famille, de l'agrandir et là, alors vraiment sans aucune idée dans la tête, me voilà de nouveau enceinte. Sauf que c'est pas si heureux que ça, puisque à 2-3 mois de grossesse, on s'aperçoit que je fais une toxoplasmose et que l'enfant est probablement pas viable et qu'il faut envisager un avortement thérapeutique. L'un comme l'autre, on est déjà les parents de ce petit bébé et il va falloir s'en séparer et il va falloir nous-mêmes décider de s'en séparer. C'est-à-dire que c'est pas les médecins qui prennent la décision. Les médecins nous orientent, mais c'est nous, Marc et moi, qui prenons la décision de faire cet avortement thérapeutique. Moi, ça m'a touchée, ça m'a fait du mal, mais je crois qu'à un moment donné, je suis passée à l'après. Très vite, dans ma tête et même dans mon cœur, la place est libre pour un autre bébé. Par contre, Marc, il est traumatisé par cette situation, il le reste, et ce traumatisme l'empêche d'être dégagé, d'être naturel, de revenir à une relation amoureuse avec moi, fluide, saine. C'est une période qui est difficile à vivre, parce qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Nos relations sexuelles sont un petit peu difficiles. Moi, j'aurais tendance à vouloir faire l'amour pour faire cet enfant. Et Marc, non, lui, en fait, ça marche plus. Ça marche plus, c'est mécanique pour lui. Je pense que je suis en colère contre Marc parce que j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Il n'entend pas mon impatience. Il comprend pas ma demande, il comprend pas mon besoin immédiat.
d'être de nouveau enceinte et d'avoir un troisième enfant. Pour moi, faire l'amour, c'est avoir un enfant. Parce que j'ai envie, j'ai besoin de cet enfant. On s'éloigne un tout petit peu au niveau amoureux. Et puis, au bout de 2 ans après cet épisode, je me rends compte que je suis enceinte. J'ai beaucoup de mal à le transmettre à Marc parce que je me dis si jamais je garde pas cet enfant, ça sera la catastrophe. Donc j'attends un petit peu pour le lui dire et je lui annonce le jour de son anniversaire au mois de juin. Je crois que c'est un cadeau d'anniversaire dont il se souvient. Cet enfant est déjà là. Cet enfant, il est notre soudure, quoi. Il est notre rapprochement. Il est la preuve que on arrive à passer des épreuves. Donc le troisième bébé arrive, c'est une petite fille. Et la vie s'écoule, mais tout en douceur. Alors, il y a un peu de panique des fois, parce que 3 enfants, c'est pas simple. Mais comme pour le premier, comme pour le deuxième, Marc est très présent auprès de ses enfants, comme papa, auprès de moi, comme conjoint, comme amoureux. Un quotidien facile, Marc au travail, moi au travail. Moi un peu prise par mon travail qui est un travail social et donc où j'ai un peu besoin de déverser quand je rentre le soir parce que j'ai un peu un trop-plein de situations difficiles reçues dans la journée. Marc est là, à mon écoute, imperturbable. Tous les dimanches, on sort avec les enfants. C'est du vélo, c'est de la balade à pied, c'est des découvertes. C'est un petit peu aussi d'activité l'un et l'autre, chacun de notre côté sportif. Et Marc, très très accroché au théâtre. Donc c'est une famille qui fonctionne bien, c'est l'idéal. Marc a plutôt une tendance à être un peu réservé, donc je trouve que cette démarche vers le théâtre est une belle démarche. Et puis j'admire parce que je me dis... à l'âge adulte, prendre des cours de théâtre et de surcroît aller sur scène et présenter une pièce sur scène, je me dis, moi j'en serais bien incapable, je suis bien loin de ça. Très vite, il va avoir des rôles importants. Quand Marc se présente sur scène, je suis complètement éberluée de voir sa prestation. Il est beau, je le trouve magnifique et il me séduit tant par le rôle qu'il joue sur scène que par lui-même, parce que je retrouve dans le rôle qu'il transmet, je retrouve mon homme, je retrouve mon mari, et voilà, c'est lui que je retrouve sur scène. Je suis en lien complet avec lui, je suis en phase complète. Marc est un peu différent des autres hommes, je dirais, parce que quand je parle avec des copines, avec des amis même, et qu'on évoque les relations qu'on a avec nos maris, je suis fière de pouvoir dire que mon mari est fidèle, que mon mari est présent pour moi, qu'il est attentif, qu'il n'est pas macho. Et c'est pas le cas de toutes les femmes avec qui j'échange. Donc je pense que j'ai une chance inouïe d'être auprès de Marc. Quand je vois Marc avec ses 3 enfants, je sens qu'il y a une relation entre Marc et ses enfants qui est une relation saine et belle. Une relation d'amour filial qui est réciproque entre les enfants et lui. Je pense qu'en voyant Marc être père, ça me resitue moi en tant que femme. Et chacun à notre place. Et moi, je suis toujours l'amoureuse de Marc. Et même, je dirais, de plus en plus amoureuse parce que nos enfants, c'est notre lien, c'est le résultat de notre amour et il n'y a pas plus grand cadeau, il n'y a pas plus beau cadeau. Les enfants partent, on se retrouve avec Marc tout seul de nouveau, mais pas de problème. Moi, je suis bien, on est bien tous les deux et tout naturellement, notre relation redevient comme avant l'arrivée des enfants. Et on se retrouve à 2 avec la possibilité de se redécouvrir et s'apercevoir que l'un et l'autre, on n'a finalement pas beaucoup changé.
Marc est toujours le même, toujours attentif. Il me fait rire et c'est beau. Je trouve ça beau de pouvoir, à notre âge encore, rire. On multiplie les voyages, on fait des treks. On manque pas de faire des soirées dansantes. Dans le cadre des activités que Marc a aussi, il s'investit beaucoup sur le plan associatif et aussi beaucoup sur le plan politique. Donc, il commence sa vie politique. Dans la commune dans laquelle on vit depuis longtemps, tout naturellement, Marc a, à un moment donné, été élu conseiller municipal. La vie s'écoule douce et puis le temps passe. Et puis tout naturellement, nos enfants se marient. Quelque chose arrive qui va nous combler, c'est que nos enfants vont faire des enfants. Et du coup, ils vont nous donner le rôle de grands-parents. Et ça, c'est encore beau, une belle histoire qui arrive là aussi. J'ai l'impression à la fois de vieillir parce que évidemment être grand-parent ça veut dire qu'on est on monte en grade dans l'humanité et on se rapproche encore plus de la mort, mais en même temps c'est une période qui est détendue. On n'a que de l'amour à transmettre à ce petit être. On a beaucoup moins de responsabilités. On n'a pas en tout cas la responsabilité de l'éducatif, on a juste la responsabilité de l'amour. Et ça, il n'y a pas de problème, Marc et moi, on s'y connaît. J'ai 67 ans et Marc en a 69. Au cours de l'année 2018, Marc est toujours engagé dans plein d'associations. Il fait du théâtre, il fait de la politique. Et puis en fait, je me rends compte à la fin de l'année 2018, en fin d'année scolaire, que il est très fatigable et fatigué. Je perçois chez lui quelque chose que je connaissais pas. J'ai l'impression qu'il est moins vif. J'ai l'impression qu'il est moins actif, qu'il est moins présent à notre relation. À un moment donné, je me pose la question en me disant, mais en fin de compte, est-ce qu'il n'est pas en train de se lasser de moi, quoi? Est-ce qu'il n'est pas en train... Est-ce que finalement notre relation lui pèse pas? Peut-être qu'il en a marre de moi, peut-être qu'il en a marre de notre relation. Et je lui pose la question, exactement comme ça. Je lui dis, est-ce que tu as besoin de prendre du recul? Est-ce que tu as envie qu'on se sépare un petit peu pour faire le point? Et là, je retrouve Marc complètement éberlué de ma question, complètement éberlué de mon discours, et me disant... non, pas du tout, tout va bien. Non, je suis fatiguée, c'est normal, c'est la fin de l'année, je fais plein de trucs. Donc, à la fois, je suis rassurée, à la fois, j'ai quand même cette image et cette perception que Marc n'est pas tout à fait lui-même. C'est difficile parce que Marc, c'est mon tuteur, c'est ma force, c'est ma vie. Et si j'ai plus ça, je sais plus ce que je suis. On se retrouve en famille à un repas et... alors qu'on est tous ensemble autour de la table, Marc commence à avoir un propos complètement décalé. On se regarde un petit peu tous, les enfants, les petits-enfants qui étaient là autour de la table. Et là, je me dis, faut réagir. J'emmène Marc aux urgences. Aux urgences, ils évoquent tout de suite l'AVC. Les examens sont faits et très vite, ils évacuent le risque d'AVC. Alors moi, à ce moment-là, je suis à la fois rassurée que ce soit pas un AVC, mais en même temps, je commence à m'inquiéter. Si c'est pas ça, c'est quoi? Et j'attends. Et je vais attendre jusqu'à très très tard dans la nuit pour que plusieurs médecins arrivent dans le box des urgences et disent à Marc et à moi, il y a un problème au cerveau, on a trouvé 3 lésions. Je parle tout de suite de cancer, je dis est-ce que c'est cancéreux? Et les médecins me disent on peut rien dire du tout là-dessus, on va le garder en service neurologie et on l'hospitalise immédiatement et on fera des examens plus approfondis, on vous tiendra au courant. Je reprends la route en laissant Marc dans sa chambre et tout le long de la route et en arrivant à la maison, je fais que ressasser ce qu'on vient de me dire et j'ai l'impression que c'est tout mon monde qui s'écroule. Il n'y a plus rien. C'est du vide autour de moi. C'est du vide sous moi. Je m'interroge, j'ai l'impression que je suis en train de vivre un cauchemar.
je peux pas imaginer que c'est la réalité. Et là, me vient en tête la mort de Marc, mais la mort de notre vie, la mort de notre couple, parce que la mort de Marc, c'est la fin de notre couple, en tout cas sur Terre, physique. Le temps de rentrer à la maison, il y a beaucoup de choses qui viennent dans la tête, donc qu'est-ce que je peux dire à mes enfants? C'est leur papa et comment leur dire, comment leur annoncer quand on doit partager quelque chose avec Marc et qu'on doit le partager avec les enfants. On a toujours été à deux. Quand on a perdu notre 3e bébé, on a annoncé ça à nos enfants ensemble. On était à deux à parler et à transmettre l'information aux enfants. Et là, je suis toute seule. C'est pas Marc qui va pouvoir parler. C'est pas Marc qui va pouvoir expliquer aux enfants ce qui lui arrive. D'abord parce que je me demande bien s'il est conscient de ce qui lui arrive. Donc c'est à moi de le faire. J'ai toujours dans la tête la mort de Marc dans ma tête. Et j'ai en face de moi Marc qui, lui, j'ai l'impression ne comprend pas, ne saisit pas, n'est pas dans la réalité. J'ai l'impression que sa tête, elle est atteinte et que son cerveau réagit pas aux nouvelles et à la réalité. J'ai l'impression que son cerveau est déconnecté. Et moi, face à ça, je sais absolument pas comment me comporter, ni quoi dire. Pendant qu'il est en observation à l'hôpital pour faire des examens, pour essayer de comprendre ce dont il souffre, Marc, il a une seule obsession. Il faut qu'il en sorte parce que il a été sollicité par 2 jeunes qui lui ont demandé de célébrer son mariage à la mairie en tant que conseiller municipal. Et il a pris cette tâche très à cœur. Il aime beaucoup ces jeunes, il aime beaucoup la famille de ces 2 jeunes. Moi, j'entends bien sa préoccupation, mais je trouve ça complètement décalé. Pendant la phase d'observation, il est posé comme diagnostic un cancer, mais ce qui est à rechercher pour l'instant, c'est est-ce que c'est un cancer primaire au cerveau ou est-ce que c'est un cancer secondaire? Devant l'insistance de Marc à vouloir sortir et aller célébrer ce mariage, les médecins ont réalisé que c'était extrêmement important pour Marc psychologiquement de lui permettre de célébrer ce mariage. Donc ils évoquent la possibilité d'une sortie de l'hôpital pour une journée et une nuit. Donc la sortie est programmée et je m'aperçois à ce moment-là que en fait, depuis les quelques jours où il est à l'hôpital en observation, sa situation s'est dégradée, son état de santé s'est dégradé, au point que Marc n'arrive pas à se mettre un pantalon, il n'arrive pas à boutonner sa braguette, il n'arrive pas à boutonner sa chemise. Et pour la première fois, je me rends compte que je suis obligée de l'assister. Je me dis, mon Dieu, dans quel état est-il pour que j'en sois à devoir l'habiller, quoi. Le mariage se passe. Marc reconnaît pas les parents du marié. Il a l'air complètement absent quand il arrive à la mairie. Il va ânonner son discours de façon presque inaudible. Les gens l'entendent pas. J'ai l'impression qu'il ne se rend même pas compte de l'état dans lequel il est. Moi, je suis spectatrice d'une déchéance et là, je me mets à pleurer parce que je me rends compte à quel point il est complètement en déchéance et à quel point il est plus lui-même sans s'en rendre compte. Et Marc retourne à l'hôpital et il est programmé une opération début 15 jours après à peu près. Et on l'autorise à revenir à son domicile. On est tous contents, il va rentrer à la maison. Ceci dit, il arrive à la maison et là commencent les difficultés parce que je me rends compte qu'il ne se suffit pas à lui-même, il faut réorganiser la maison. Je me rends compte que je vais devoir être son aidante, entre guillemets, pour marcher, pour se lever, pour s'habiller. Moi, j'ai appris à m'occuper des enfants, mais un adulte dépendant, je sais pas ce que c'est, je ne connais pas. Personne m'explique comment me positionner pour ne pas être envahissante pour lui,
mais pour être en sécurité, faut deviner. Marc est opéré 15 jours après sa sortie de l'hôpital. La chirurgienne a réussi à retirer 90% de la tumeur. 15 jours après, environ, à la fin du mois de septembre, on est convoqué, Marc et moi, à un entretien. Ils appellent ça l'entretien d'annonce. Et là, il y a 3 médecins et une infirmière d'annonce. Donc, ouais, ok. Ça va pas être du gâteau ce qu'on va nous apprendre, je me dis. Et là, sort le diagnostic glioblastome de haut grade, incurable à nos jours. Glioblastome de haut grade, incurable à nos jours. Paf, ça tombe. Et là, aucune réaction de Marc. Du coup, moi, je sais plus. Je sais même plus où je suis là quand j'entends ça. Je regarde le médecin, je me remémore cette phrase, je me la redis dans ma tête plein de fois. Je regarde Marc et il est imperturbable. Comme si on lui avait dit « Tiens, on vient d'acheter 3 kilos de patates. Est-ce que vous avez des questions à poser ?» Rien. Marc ne pose aucune question. Quant à moi, je dis « Mais puisque vous venez de parler de maladie incurable, qu'est-ce que vous nous parlez de curatif, puisque c'est incurable, ça veut dire quoi ?» Et là, le médecin dit, en fait, on place un protocole pour retarder l'échéance et réduire les méfaits de la maladie. Bon, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser ? Moi, comme j'entends pas parler Marc, je me tais. J'aurais envie de hurler, de pleurer, mais je prends sur moi en me disant c'est pas possible, il faut que je reste imperturbable devant Marc qui, lui, ne réagit pas. Dès le début, quand il était à l'hôpital après ses urgences, il y a plusieurs personnes autour de moi, dont des médecins, qui m'ont dit en fait, la maladie qu'il a, il perd la notion de la réalité. Il a plus d'émotions, il a plus de sentiments, il a aucune anticipation et il est désinhibé. Tout ça fait qu'il se rend pas compte de l'état dans lequel il est. On me l'a répété ça, répété. Donc, à force qu'on me répète que Marc n'était pas en capacité de réaliser dans quelle situation il était et que par chance, il n'en était pas capable, c'est rentré dans ma tête et je me suis dit, ben, si c'est sa chance de ne pas savoir dans quel état il est, eh ben, je respecte sa chance et je ne cherche pas à lui infliger la réalité. Sauf que moi, ça m'a empêché de dire des mots. Ça m'a empêché de m'exprimer. Ça m'a empêché d'être en lien avec lui. Ça m'a empêché de parler de ce que nous vivions. Je suis complètement seule au monde puisque je peux pas parler avec Marc, celui avec lequel naturellement je devrais parler. Je trouve personne à qui parler, à qui me confier. Mes enfants, je sens qu'ils se protègent. Je les entends dire mais papa, il est vivant. Donc moi je veux rien savoir de plus, papa, il est vivant. Donc quand j'entends des mots comme ça, je les entends et je les respecte. Et du coup, ok, ton papa, il est vivant, donc je peux pas te dire plus, je peux pas échanger avec toi, parce que là aussi, on n'a pas la même connaissance. Pour toi, ton papa est vivant, pour moi, mon amour, il est en train de mourir. Quant aux amis, alors, c'est encore pire. Les amis, pour eux, on dirait que je suis négative, que je suis fataliste, que je suis défaitiste. Voilà ce que j'entends. J'entends ça. Au moment où tu es devant la réalité, au moment où tu es devant la mort, quelqu'un qui te dit mais t'es fataliste ou t'es défaitiste, c'est pas ça que j'ai envie d'entendre des amis. S'ils savent pas quoi dire, je veux juste qu'ils se taisent et qu'ils écoutent ce que je dis et qu'ils m'écoutent, qu'ils soient en empathie avec moi. Je pleure pas devant lui.
Mon garage, il a tout entendu. Il a tout reçu, les coups de pied, les coups de poing, les hurlements, les cris. Quand j'arrive à un moment de saturation, parce qu'il y a un déclencheur, c'est une chute, c'est un dégât dans le lit, c'est une façon de s'exprimer, une façon de manger, bon, un fait qui me renvoie quelque chose de difficile et qui me renvoie la réalité, quoi, qu'il est plus lui-même. Je trouve un moment pour aller m'échapper dans le garage, parce que le garage, c'est l'endroit où je me dis qu'on entend moins les hurlements. Et là, je m'exprime, donc je laisse libre cours à tous mes sentiments. Tout y passe, comme une folle. Comme une folle. Et après, je me dis, mais à quoi ça rime tout ça? Et j'essaye de reprendre conscience avec la réalité. Voilà, je me passe un gant de toilette sur la figure et hop, je vais refaire bonne figure. Je retourne auprès de Marc et je suis là près de lui. Probablement un peu écorné quand même. Physiquement, il est là, son corps est là. Sauf que c'est pas Marc, il a pas d'émotion, il a pas de sentiment, il a pas d'élan vers moi. On dirait une machine. Donc moi, j'ai l'impression de l'avoir déjà perdu, quoi. Il est là physiquement. Mes enfants, ils disent, papa, il est vivant. Ouais, votre papa, il est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucun sourire aux lèvres, aucun geste. C'est deux hommes différents, en fait. C'est un étranger, en quelque sorte. Mais quand même non, je l'aime. Il est là. Je continuais à dire des mots d'amour. Je continuais à lui dire que je l'aime. Je me couche à côté de lui dans son lit d'hôpital qui est à la maison. Mais j'ai l'impression un peu de le violer. J'ai l'impression de faire ça pour moi. C'est bizarre, cette sensation. Et même, donc les mots d'amour, j'en dis. Je dois dire aussi que des fois, je dis des mots méchants qui me sortent. Ça m'est arrivé de l'engueuler. Chose que je n'ai jamais fait de notre vie. Pendant sa maladie, à ce moment-là, ça m'arrive de lui dire des mots qui sont pas sympas. Et après de m'en vouloir parce que je les ai dit. Pendant 1 an et demi, en fait, différent. Lui, il est sur le chemin de la mort et moi, je suis sur le chemin, pour l'instant, de la survie. Ma vie est extrêmement rythmée, jour et nuit. Comme il est en hospitalisation à domicile, il y a le passage des infirmières, le passage des aides-soignantes, les rendez-vous médicaux. C'est le coucher, la nuit, savoir s'il a tout sa clochette, puisque il a une cloche pour m'appeler si je suis pas dans la chambre où il est. Pendant ce temps-là, j'ai l'impression d'exister mais pas de vivre. J'ai l'impression d'être un robot. Mais bon, à aucun moment, même sur les propositions des médecins, j'ai envisagé d'accepter un placement pour Marc. Tant que c'est faisable matériellement parlant, je suis là avec lui dans sa maison. C'est ma place. En tant que sa femme, c'est vrai que le temps de sa maladie, je ne sais pas si on peut dire encore qu'on est une femme, qu'on est la femme de ce patient, de ce malade, de cet homme. On nous appelle les aidants. Moi, j'ai quand même cherché à garder un maximum de relations à Marc comme une femme, comme son épouse, mais bon, parfois j'étais l'aide-soignante ou l'infirmière.
Le 19 janvier 2021, Marc est convoqué, comme tous les 15 jours, à son IRM pour sa chimiothérapie, sa transfusion d'Avastin, etc. Enfin bon, son traitement habituel tous les 15 jours. J'arrive à l'hôpital en fin de matinée. Moi, je l'attends, il revient dans sa chambre. Et l'après-midi, il y a tout le staff qui déboule dans sa chambre. Et là, le médecin rentre et commence à dire ah ben là c'est gravissime. Donc le médecin explique que l'IRM est vraiment pas bon, que la maladie flambe. Quelques jours plus tard, Marc attrape le Covid. On a une autorisation d'aller le voir tous les 2 jours. Il doit rentrer à la maison un fameux jeudi. Et en fait, le jeudi matin, l'hôpital m'appelle en me disant le Covid a pris de l'ampleur et Marc est en difficulté respiratoire. On arrive à 4, mes 3 enfants et moi. On a parlé, on a chanté, on a récité des prières, on a ri, on a raconté des blagues. Lui ne parlait pas, mais nous 3, on était là en lien, on se serrait les mains, on le touchait, bon, avec tout le matériel adéquat de Covid, mais on était quand même assez près de lui. On est rentré à la maison et on a eu un coup de fil, il était décédé. Et là, c'est le vide, quoi. J'ai l'impression qu'il y a tout qui m'a lâché de mon corps. J'ai l'impression que je me vidais moi-même aussi, que j'avais plus aucune force, que j'étais incapable ni de marcher, ni de faire un mouvement, ni de parler, ni d'émettre rien du tout. Comme si, en même temps que lui, il était parti, il m'avait pris au passage une partie de mon corps, quoi. C'est une impression unique. C'est très difficile à décrire parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre, qu'on ne sait pas vivre. Là, on m'arrache une partie de mon cœur, là. Dans cette maison, tout me rappelle Marc. Tout, 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 tout. Partout où je vais, il est là, mais partout où je vais, il est absent aussi. Pendant presque 50 ans, c'était Marc et Brigitte. Et du jour au lendemain, c'est Brigitte. Et il n'est plus question de Marc. Donc, forcément, le lien qu'on a avec l'extérieur, et entre autres avec les amis, la relation n'est plus la même. On n'est plus considéré en couple, c'est moi. Même si les amis sont très bienveillants, que ce sont des vrais amis, moi j'ai un peu de mal à poursuivre de façon authentique cette relation parce que je la sens bancale. J'ai parfois une impression qu'on me plaint, que je suis là parce que il faut qu'on fasse ça pour elle, la pauvre. C'est peut-être pas vrai, mais c'est un peu des fois le sentiment que j'ai. Et je pense que l'idée c'est de recréer d'autres relations en tant que moi toute seule. Et c'est ce que j'essaye de faire. Depuis le décès de Marc, j'essaye d'avoir des relations là, de moi. En fait, je m'aperçois que je recrée du lien avec des personnes seules, avec des femmes seules. L'avantage de ces nouvelles relations, c'est qu'effectivement, c'est de pouvoir évoquer Marc sans arrière-pensée, parce que ces personnes-là, elles vont m'écouter. Ces femmes-là, elles vont m'écouter. Elles vont pas changer de sujet quand je vais parler de Marc. Alors que je m'aperçois que lorsque j'évoque Marc, que ce soit avec des amis, même des amis proches, ou avec mes frères et sœurs, j'ai l'impression de faire un flop, avoir aucun retour, comme si il y avait une barrière. Je ne sais pas à quoi ça tient. Est-ce qu'elles comprennent pas que quand je leur parle de Marc, ça veut dire que je suis prête
à échanger sur Marc et que si elle me retourne quelque chose qui évoque Marc, ça ne peut me faire que du bien? Ou est-ce que elles-mêmes sont très peinées, très tristes et que c'est trop dur pour elles d'entendre parler de Marc? J'ai pas la réponse. Je suis vraiment boostée pour ne pas m'enfermer sur moi-même, pour ne pas m'isoler. Et du coup, j'ai grappillonné des petites activités à droite à gauche. Toutes ces petites activités et tout ce que je mettais en place, c'était en fait pour... c'était ma survie. C'était ma façon de me dire, je suis encore en vie. Je vivais pas, j'occupais ma vie. Je me suis occupée, je suis sortie de chez moi, j'étais pas toute seule, j'ai vu du monde, même si j'ai pas beaucoup parlé. Mais en fait, je me rends compte que c'est en faisant des choses comme ça que on reprend contact avec l'extérieur ou qu'au moins on le perd pas. Mais il faut pas que ça en reste là. Je me suis toujours dit que je préférais mourir avant Marc. Le sort en a pas décidé ainsi. Plusieurs fois, j'ai eu envie de partir et il y a pas très longtemps, je parlais avec une de mes filles et je lui disais mais tu vois, il y a des moments où franchement j'ai envie de mourir. Et là, ma fille, elle a éclaté en sanglots et ça m'a fait du mal. Je me suis dit oh là là, qu'est-ce que j'ai pas dit? Et oui, c'est dégueulasse de ma part, mais si je pars, elle reste seule sans sa mère, donc. Mais oui, des fois, je me dis à quoi bon vivre? À quoi bon vivre? J'aimerais bien partir. Je me persuade que la vie peut valoir d'être vécue sans Marc à partir du moment où je compte et que je compte pour des gens. Mais franchement, c'est pas à tous les instants de la vie que je pense ça. Et donc, assez vite après le décès de Marc, j'ai rencontré une psychologue qui était en fait spécialisée dans le parcours du deuil, dans le travail de deuil. Elle m'a fait comprendre les différentes étapes par lesquelles on devait passer. Elle m'a bien dit aussi qu'à un moment donné, j'irais mieux, mais que j'allais peut-être redescendre plus bas quelque temps après. Donc, quand on est prévenu, un homme averti en vaut deux. Donc, je m'y attendais. J'ai pas été surprise de retomber plus bas, alors qu'à un moment donné, j'étais mieux. Mais je me suis dit, c'est dans le parcours normal de ce travail de deuil. Lorsqu'on a eu autour de nous des couples qui ont été séparés par la mort, euh, on a souvent évoqué le fait que la personne qui restait, ça serait pas mal qu'elle retrouve quelqu'un. C'est ce que c'est ce qu'on se disait Marc et moi, mais je recherche pas, donc je me dis est-ce que à un certain âge on peut trouver sur notre chemin quelqu'un avec qui on peut être en lien, avec un lien aussi fort et aussi beau, pour se dire on fait un bout de chemin ensemble. Je sais pas. Maintenant, si à un moment donné il y a quelque chose qui matche, je ne freinerai pas. Aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Je freinerai pas. Mais je me demande si c'est possible, si ça arrivera, si c'est possible que ça arrive, j'en sais rien. La solitude ne me pèse pas en elle-même, je suis capable d'être seule, je lis, je sors, je fais des choses, je suis encore valide et donc je peux faire du sport et tout ça. Mais ce qui me manque, c'est les échanges profonds, sans jugement, sans peur, sans arrière-pensée. Et je sais pas avec qui je pourrais avoir de tels échanges. Et puis, sa présence palpable. Le soir, quand je me couche et que je peux pas mettre ma main sur son cœur, ou le prendre dans mes bras, ou le respirer, ou l'embrasser. Enfin, c'est ça qui me manque. C'est un manque physique, sa voix, son humour. Ça, c'est quelque chose qui me manque terriblement. Sa tendresse, sa présence auprès de moi. Je regrette de ne pas avoir exprimé mes émotions et lui avoir transmis ce que je ressentais
et le manque et ce que j'attendais de lui qu'il me donnait plus. Pourquoi pas lui dire j'ai besoin de ci ou de ça. J'ai pas osé lui dire et c'est dommage, je regrette. Et je pense que une personne qui accompagne un mourant, ça me paraît important qu'elle soit en relation authentique avec elle jusqu'à la fin, quel que soit l'état de la personne qui est en train de mourir. La relation entre deux personnes, il y a deux bouts. Il y a la personne qui a le sien, on ne peut pas interférer sur ce bout-là. Et il y a l'autre bout, qui est son propre bout. Et ce bout-là, on en fait ce qu'on veut. Et personne n'avait le droit de me faire changer ce que je voulais faire de ce bout-là. Or, à force qu'on me dise il peut pas comprendre et il a de la chance, il sait pas, il est pas au courant, j'ai voulu le protéger. Je pense que je l'ai pas protégé. J'ai simplement pas été capable de lui dire tout ce que j'aurais voulu lui dire. Après le décès de Marc, je suis allée dans son ordinateur et puis par hasard, j'ai retrouvé des écrits, entre autres un joli texte qu'il avait écrit. Avec nos 47 années et quelques mois de mariage, j'avais conscience de l'amour réciproque entre Brigitte et moi, de celui pour mes enfants et petits-enfants. Mais brusquement, tous ces amours ont pris une autre dimension, comme si un plafond de verre avait explosé, libérant un autre espace, incommensurable, que je m'empressais d'occuper de notre amour réciproque. Depuis, je répète à Brigitte, comme une antienne, que chaque jour de la vie me réserve au moins 2 plaisirs. Le premier est de me réveiller chaque matin allongée auprès d'elle, ma femme que j'aime. Le second est le complément du premier, puisque chaque soir, je me couche auprès de la même femme que j'aime encore un peu plus que le matin. Depuis plus de 45 ans maintenant, je chemine avec bonheur aux côtés de Brigitte, ma femme chérie. Les chemins ne sont pas toujours faciles à reconnaître et chaque croisement propose un choix de vie plus ou moins important. Chaque croisement peut amener une belle rencontre, la surprise de retrouver quelqu'un perdu de vue depuis des années ou être le témoin d'un au revoir qui avec le temps se transformera en adieu. Avec Brigitte, nous vivons ensemble tous ces moments forts, contournant ou affrontant les obstacles, trouvant notre joie et nos forces dans les moments de bonheur et nous réconfortant dans les moments de douleur, voire de drame. Rebrousser chemin n'est jamais possible et tous deux, nous avançons de notre mieux avec notre amour comme ange gardien. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 285, un témoignage recueilli par Nina Pareja. Cet épisode a été produit par Slide Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Prise de son, Nina Pareja. Montage, Victor Benamou. Musique, Sable Blanc. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.